sûr, on va vers une descente énergétique et matérielle dans les prochaines décennies, on aura moins de flux de matière et d'énergie. Tout dépend de quels vont être les premiers dominos qui vont tomber, et où ils vont tomber et comment ils vont tomber. On n'attend pas d'avoir la certitude que le navire va couler pour y mettre des chaloupes. Déjà, il y a des définitions officielles qui existent, mais il y en a plusieurs, donc c'est un petit peu problématique ça. Et surtout, la résilience en tant que telle, ça ne veut rien dire. On l'applique à quoi, vis-à-vis de quoi, c'est ça qui compte. Alors, il y a un problème typiquement français, c'est qu'en France, on a Boris Cyrulnik qui a travaillé sur la résilience au sens psychologique individuel du terme, et il ne s'agit pas de ça, déjà. Et puis sinon, à part ça, il y a une autre acception de la résilience en résistance des matériaux, il ne s'agit pas de ça non plus. Voilà, donc la résilience, ça va être la capacité collective, c'est ça qui nous intéresse ici, à résister à des chocs. C'est-à-dire quand quelque chose qui vient remettre en question les bases même de l'organisation d'un système socio-écologique, c'est-à-dire des humains en interface avec un monde naturel. Quand un choc qui vient remettre en danger ça, et bien la capacité de ce système à retomber sur ses pattes quelque part, à s'adapter, à faire quelques compromis, peut-être pas à revenir à l'état initial, mais à conserver des fonctions de base, et donc à ne pas s'effondrer complètement. C'est ça la résilience. C'est une résilience donc déjà collective, mais surtout vis-à-vis de quoi? Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de résilience, même collective, ça va être vis-à-vis de choses très spécifiques. Résilience vis-à-vis d'événements climatiques extrêmes, résilience vis-à-vis d'un acte terroriste ou d'une maladie ou d'une épidémie. Voilà. Et on ne parle pas de ça là. Là, on parle de résilience vis-à-vis de risques systémiques, des choses qui toucheraient tout le système. Alors, ça veut dire quoi encore? Je termine là-dessus. Typiquement, il n'y aurait pas juste un type d'infrastructure qui serait touché à un moment, c'est-à-dire il n'y a plus de téléphone, mais ça va être remis en place, ou il n'y a plus, l'eau coule plus du robinet, c'est une crise, mais on va le remettre en place. Non, justement, ce serait une crise où il y a une propagation d'un type d'infrastructure vers les autres, et c'est tout à fait crédible, et où du coup, il n'y a plus rien d'un seul coup, il n'y a plus ni électricité, ni rapidement les pompes à essence ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'eau qui sort du robinet, il n'y a plus de ramassage des ordures. Il y a plus de... là il y a un vrai gros problème. C'est ce type de choses-là, tout à fait plausible, qu'on va étudier. Et c'est également si tu veux, comment, donc l'idée c'est comment ensuite on organise cette résilience au niveau collectif, parce qu'il y a des fondamentaux qui existent. Après, plein de façons de faire, mais en tout cas certains fondamentaux dont on peut dire, si ça ne coche pas toutes ces cases, ce ne sera jamais résilient. Si ça les coche, ça ne le sera pas forcément, mais si ça ne les coche pas, ça ne peut pas l'être. Voilà, donc moi j'enseigne aussi ça, les fondamentaux de cette résilience. Donc déjà, une chose, les solutions sont éminemment spécifiques à chaque situation. Donc elles sont locales. Parce que ça c'est la première chose à dire, c'est que la résilience, elle s'organise au niveau local. Quand je dis local, c'est pas du micro-local, c'est pas un hameau avec 3 maisons. D'accord? Enfin, ça peut, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on organise une résilience à trop petite échelle, même si on y parvient, même si on arrive à être véritablement résilient, on n'est que temporairement résilient. Je dis ça parce que, imaginons, et c'est bien dans ce cadre-là qu'on se situe, imaginons qu'il y a un choc systémique et qu'il y ait une panne du système au niveau plus général, ça risque, d'autant plus qu'on ne se sera pas préparé justement pour être résilient, aujourd'hui on ne le fait pas, ou très peu, ça risque de générer un chaos, une panique, et ça risque de générer des mouvements migratoires de population. Je parle bien de notre pays, je ne parle pas... et du coup, le petit hameau qui aura été résilient s'il y parvient, il ne l'aura été que temporairement, il ne l'aura été que jusqu'à ce que d'autres personnes arrivent. Et quand les autres arrivent, là, la petite capacité à produire sa bouffe tout seul, oui, parce qu'on est 10, mais s'il y en a 300 qui arrivent, on fait comment? Et ce n'est pas nécessairement d'ailleurs des situations où il y aurait des méchants qui arriveraient, tu vois, s'il ne faut pas être trop caricatural, ça peut être le cas, mais les gens ne sont pas forcément mal intentionnés. Et même bien intentionnés, comment on fait? Ça ne marche pas. Le bon père de famille, s'il n'a plus rien à bouffer, il devient fou. Bon. Donc, c'est ça la résilience. C'est-à-dire être capable également d'absorber ce qui va se passer autour, des flux entrants. Et donc, il y a une taille critique. L'organisation de la résilience, elle se fait à un niveau territorial. C'est-à-dire, un département déjà en France, c'est trop grand. C'est en dessous de ça.
Ça peut être, alors pour une grande ville, une vraie grande ville, c'est trop grand aussi, trop de personnes. Une grande ville, ça va se découper en secteurs. À chaque fois, le découpage sera spécifique, mais, parce qu'il est très culturel aussi. Mais voilà, en secteurs, avec un morceau de ville et un morceau de zone périurbaine et un morceau de zone rurale également à l'intérieur de chaque secteur. Pour des petites communes, ça peut être une commune si elle est de taille moyenne, ça peut être une communauté de petites communes, ça peut être ce qu'on appelle un bassin de vie. Voilà, c'est ça la bonne échelle. Et en dessous, on est résilient dans le meilleur des cas que temporairement. Au-dessus, c'est une usine à gaz. De nouveau, on devient hyper dépendant d'approvisionnements qui viennent de très 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 loin, que ce soit pour la bouffe, l'énergie ou autre, et donc c'est pas résilient puisqu'on est totalement tributaire, vulnérable à des approvisionnements. Voilà. Donc la première chose à dire sur la résilience, c'est que c'est une question d'échelle. Ça s'organise territorialement. Et ça s'organise, ça va de pair, collectivement. Des gens qui auraient pour projet, quel que soit le projet, de devenir résilient de manière autonome, de manière individuelle, ou c'est pas forcément une personne, mais c'est un petit groupe de personnes, se trompent. Quelle que soit leur démarche. La démarche, ça peut être la démarche de quelqu'un qui est riche et qui se dit, moi, je vais organiser ma résilience, je vais faire des stocks pour 150 ans, je vais avoir un système de sécurité, je vais m'armer, je vais avoir, s'il est très riche, peut-être même des hommes qui vont assurer sa sécurité. Non, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu ne peux pas te défendre, et si tu as des hommes, ils se retournent contre toi, les hommes. Je veux dire, si eux, ils savent manier les armes et pas toi, qu'est-ce qui les empêche de te prendre ce que tu as ? Et quand leur famille, à eux, elle est dans la merde, ça marche pas. Et si tu te prends une île entre riches, les gens arrivent, quand même. Tu peux peut-être gagner un peu de temps, mais les gens vont foncer sur toi si tu es riche et si tu ne participes pas à un effort collectif. Première grande leçon de l'histoire, ça a été le cas à chaque fois. Deuxième chose, si tu vas en mode survivaliste hardcore, tu vois, les preppers américains, alors je fais une caricature, il y a plein de degrés, de niveaux de gris, mais bon, imaginons des gens qui vont s'organiser dans une communauté où ils sont armés, où ils sont préparés, et ça va être eux contre les autres, tu vois. Nous, on a notre communauté, on est soudés entre nous, mais si quelqu'un d'autre arrive, je sors mon gun. Ça marche pas non plus. Voilà, ils vont créer les conditions du chaos là où ils sont, leur vie va être pourrie, c'est nul, ils vont pas durer. Et puis les gens qui ont des super bonnes intentions et qui vont vouloir créer une petite communauté résiliente, peut-être faire de la permaculture, des choses comme ça, c'est très bien, j'encourage ça. Mais tant que c'est juste quelques familles ou quelques potes qui font ça entre eux, là encore, ça ne peut être résilient que temporairement. Ils n'ont pas la masse critique. Donc, quelles que soient les démarches qui sont mises en place, elles doivent être au niveau territorial. Donc, en échange et en interface et en discussion et en solidarité avec les autres acteurs du territoire, en maillage, et c'est ça la bonne échelle. Voilà, donc déjà les deux grands fondamentaux de la résilience, c'est ça, c'est la bonne échelle, territoire, et le fait que ce soit une démarche collective, dire moi je suis résilient moi tout seul, ben, peut-être que tu l'es intérieurement à la cyrulnique, mais dans les faits tu ne le seras dans le meilleur des cas que temporairement. Et après, il y a d'autres fondamentaux, mais je vais passer très rapidement là-dessus. Je donne des conférences sur la question, je ne vais pas résumer une conférence en 3 phrases. Disons qu'il faut avoir des stocks collectifs, c'est-à-dire c'est au niveau des communes qu'il faut organiser des stocks collectifs. Il faut avoir des barrières, c'est-à-dire des choses qui nous protègent de certains risques, certaines menaces identifiées. Il faut être en réseau avec d'autres endroits comme ça, dans un réseau où on partage les productions, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une complémentarité de ce qu'on produit, de ce qu'on sait faire et des savoir-faire, et un partage de l'information. Le partage de l'information amène à la confiance et amène à la solidarité, qu'elle soit parce qu'on est tous bienveillants et gentils, tout ça, ou qu'elle soit juste parce que, par calcul, on sait qu'il faut être solidaires les uns les autres pour s'entraider dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments positifs. Donc ça peut être aussi bien pour aller à l'aide d'eux ou appeler à l'aide en cas de problème, mais aussi pour partager une bonne chose, une bonne nouvelle, et donc pouvoir aller profiter d'eux ou pouvoir inviter quelqu'un à profiter de quelque chose de positif. Ça se met en place en réseau. Voilà. Et après, il y a encore d'autres dimensions, et notamment la dimension qui dit résilience, dit décroissance des flux. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire la conférence, là, mais aujourd'hui, les flux énergétiques et matériels sont beaucoup trop importants. On ne peut pas être résilient si tu ne décrois pas les flux. Ça veut dire consommer moins, utiliser moins, et donc faire des choix sur ce qu'on veut, ce qu'on fait, etc. Et donc, c'est toute une
une réflexion qu'il faut mener sur ce que l'on veut vraiment, ce qu'on attend du futur. C'est une réflexion qu'il faut mener, là encore, collectivement. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'en plus, c'est génial, parce que la démocratie s'organise au niveau territorial. Alors attention, je sais très bien que tout le monde ne rêve pas de démocratie. Plus on monte haut dans les échelles hiérarchiques, plus là-haut, il y a des gens qui, la démocratie, c'est pas leur truc. Bon, très bien, eh ben, qu'ils fassent leurs choses antidémocratiques de leur côté, ils vont s'isoler éventuellement dans une caste, et comme je disais tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas, ou pas durablement, ils vont se faire avoir à leur propre jeu. Ça doit s'organiser collectivement, et démocratiquement, c'est quand même la meilleure façon de le faire. Pas dans notre système actuel, qui n'est pas du tout démocratique. Une vraie démocratie, où les gens redeviennent des citoyens et se posent des questions sur leur responsabilité dans cet univers, et pas juste, ils ne se comportent pas juste comme des consommateurs, comme les consommateurs décérébrés qu'on essaye c'est un état dans lequel on essaye de nous maintenir, si tu veux. Il faut sortir de ça et se réveiller. Tout ça, ça participe de la résilience. Et encore plein de choses, mais on va s'arrêter là, je crois. Voilà. Moi, j'ai juste, depuis que je suis ado, enfant, je sais pas, on va dire ado, en chaque chose, je m'intéresse, d'ailleurs c'est plus un défaut qu'une qualité, je pense, je m'intéresse à essayer de trouver ce qui déconne. Voilà. Bon, assez rapidement, à l'adolescence, j'ai compris que là où ça déconnait sérieusement, c'était sur le plan écologique. Et donc j'ai commencé par ça. Ça m'intéressait de près à l'écologie et à bouquiner, à lire tout ce qui pouvait sortir sur le sujet. Et j'ai bien compris les dégradations écologiques. Et puis surtout, le fait de s'y intéresser pendant longtemps fait qu'on voit l'accélération. On voit qu'il y a des exponentielles qui se mettent en place qui sont absolument terrifiantes aujourd'hui. Mais j'ai considéré ensuite que ce n'était pas suffisant, donc je suis allé creuser dans les sciences sociales, dans les sciences humaines. J'ai agrégé d'autres savoirs, d'autres compétences. Et aujourd'hui, effectivement, je suis devenu quelqu'un qui, sans être un expert de quoi que ce soit, si ce n'est de la systémique, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je propose une analyse et une synthèse systémique de ce que racontent des experts dans un grand nombre de domaines. Voilà, c'est ça mon travail. J'ai une compréhension suffisamment profonde de plein de domaines différents qui me permettent d'en tirer une synthèse cohérente avec rigueur. Voilà, mais ce travail-là, je te dis, il n'y a pas un moment où j'ai basculé. Il s'est fait progressivement par morceaux qui se sont accumulés, par compétences que je suis allé compléter. J'ai fait des formations, j'ai passé des certificats, des machins, et progressivement, j'ai agrégé des choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, je fais ce que je fais. Et je le fais pourquoi ? Parce que j'ai pas le choix. C'est le dernier truc que je veux dire là-dessus, c'est que moi, j'ai pas une passion pour ces sujets. Voilà, j'ai un intérêt pour ces sujets, j'ai pas une passion. Il y a des gens qui entretiennent une sorte de fascination morbide pour l'effondrement. Pas moi. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, je te le dis, moi ce que j'avais envie de faire, ma vocation, d'ailleurs j'ai essayé de le faire dans le passé, c'est que je voulais réaliser des films. Je voulais faire du cinéma, réalisateur, auteur-réalisateur. Voilà, j'ai un certain talent pour ça, j'ai surtout beaucoup d'appétence. Voilà, ça c'est ma vraie passion, tu vois. Bon, non, c'est trop tard pour ça, ça n'a plus de sens. Disons que la résilience, c'est à la fois une propriété intrinsèque et une démarche. La propriété intrinsèque, on pourrait dire que psychologiquement, je suis résilient et je l'ai toujours été. Je n'ai pas cherché à le devenir, je le suis vraiment fondamentalement. Je ne le projette pas forcément comme ça, tu vois, parce que j'ai l'air d'un gentil garçon, je ne fais pas particulièrement impression physiquement, tu vois, on ne se dit pas, lui c'est un gros dur, là. Mais tu ne me casseras pas, tu ne me casseras jamais. Voilà, donc y a rien qui peut épuiser mon moral, jamais. Ça c'est la première chose. Et c'est pas une fierté que j'ai, c'est juste je suis comme ça. Voilà. Je n'ai pas cherché à l'être, je suis comme ça depuis tout petit. La deuxième chose, comme je te dis, après c'est un processus et une démarche. Et pour rester comme ça, ma démarche elle est simple. Je cloisonne dans ma tête. C'est marrant pour quelqu'un qui fait de la systémique. Moi je cloisonne tout. Je me concentre sur chaque tâche que je fais. Point. C'est aussi con que ça. J'ai une vie qui est très remplie. Je fais énormément de choses, je sais pourquoi je veux les faire, je sais où je veux aller, et sur chaque tâche, je me concentre. Et je ne pense pas à après. Je ne pense pas à... Enfin si, stratégiquement, mais je ne le vis pas émotionnellement. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est un peu compliqué à exprimer, mais je ne me projette pas émotionnellement dans après.
c'est une conscience assez froide, volontairement, volontairement résumée comme un concept, plus que comme une expérience de vécu futur. Voilà. Et je ne m'intéresse absolument pas, c'est pas un but dans ma vie, je ne m'intéresse absolument pas à mon propre bien-être. Voilà, c'est pas un but pour moi. Donc à partir de là, j'ai même plus peur de le perdre. Parce que je l'ai pas. Je l'ai pas déjà. J'ai une vie où je prends très peu de temps pour moi. Certaines personnes me reprochent un petit peu le fait d'être un peu comme un robot des fois. D'accord ? C'est faux et ça me blesse. Pourquoi ? Parce que certaines personnes pensent que je suis insensible. C'est l'inverse de la vérité. Mais je suis un hypersensible, mais un hypo-émotif. Il faut bien faire la différence entre les deux. Je suis très touché par énormément de choses, mais je ne l'exprime pas, ou je sais ne pas l'exprimer en tout cas. Et je choisis souvent de ne pas l'exprimer. Voilà. Mais par contre, il y a plein de gens qui me diraient oui, mais alors tu gardes tout en toi, ça va te ronger de l'intérieur, c'est pas bien, il faut exprimer les choses, sinon... Non. Non, il faut arrêter avec ça. C'est certainement vrai pour plein de gens, mais pas pour moi. Ça, pour moi, c'est du blabla. Non, je le vis très bien. J'ai pas de problème avec ça. Je ne veux pas me projeter dans un avenir plutôt qu'un autre, parce qu'on ne sait pas ce que va être l'avenir. Donc si moi, aujourd'hui, Arthur Keller, je me dis, ben voilà comment j'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, je vais forcément faire un choix, et ce sera perçu comme ma vision. Je n'ai pas une vision en termes de scénario, j'ai une vision probabiliste, moi. D'accord ? Donc j'ai un certain nombre de scénarios possibles, il y en a certainement plein d'autres, et la vérité d'ailleurs sera encore une autre que celle que j'ai imaginée. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et j'ai conscience d'un certain nombre de choses qui sont absolument impossibles. Et c'est marrant parce que parmi ces choses impossibles, il y a tout ce qu'on nous raconte. Tout ce que les élites nous racontent, tout ce que les grandes entreprises nous projettent, tous les business plans et les modèles d'affaires et les projections dans l'avenir que font le FMI ou la machin, ça n'arrivera pas. Voilà, point. À quelques très rares exceptions près, on peut trouver de temps en temps une remarque intelligente noyée dans un rapport, mais globalement, c'est de la merde. Donc voilà, donc il y a des choses qui ne peuvent pas arriver, mais alors, sur ce qui va arriver, ce que je peux te dire, c'est la chose suivante. Nous vivons dans un système excessivement complexe, et la dynamique des systèmes est quelque chose d'excessivement subtil. Et je ne peux d'ailleurs pas me targuer de comprendre toutes les subtilités de la dynamique des systèmes. Mais j'ai étudié ça en profondeur il y a quelques années, et je maîtrise bien tous les grands fondamentaux de la dynamique. Et il y a une chose qui est importante, à côté de laquelle passe presque tout le monde, parce qu'on est tous dans une vision ou une autre, un peu manichéenne, alors que tu vas voir, il y a un endroit où c'est subtil. Soit les gens pensent que, mais non, ça va continuer, c'est solide. Finalement, le système est résilient, et donc ça va pouvoir continuer longtemps. Okay. Soit les gens pensent au contraire, parce qu'ils se sont plongés dans les théories de l'effondrement, etc., et ils ont tendance à aller droit à une conclusion qui est « ah, c'est foutu ». Ça va s'effondrer, c'est foutu, ça va arriver très vite, plus vite qu'on ne le croit, oh, ça s'accélère dans tous les sens, on ne va pas tenir encore 3 ans, c'est fini, c'est l'effondrement. Bon. Et ça aussi, c'est excessif. En réalité, les deux possibilités sont plausibles. Voilà, les deux peuvent arriver. Parce que voici ce que nous dit la dynamique des systèmes. Un système complexe, tu as énormément d'éléments en interaction. Par cette multiplicité d'éléments, tu as des redondances un peu partout dans le système qui font qu'il devient beaucoup plus probable, plausible, que des éléments du système s'effondrent, mais beaucoup moins plausible que ces effondrements entraînent l'intégralité du système avec elle. Ben oui, il y a des morceaux du système qui vont se casser la gueule, ben c'est pas grave, ce sera compensé, réorganisé par d'autres choses, voilà. Donc il y a une façon de voir les choses qui consiste à dire, plus les systèmes sont complexes comme le nôtre, plus ils sont résilients en fait, dans l'ensemble. Et donc pas du tout impossible d'imaginer que notre société, malgré le fait qu'elle est au-delà des limites, malgré le fait qu'on va vers, ça c'est sûr, je l'ai déjà dit, je le répéterai, alors c'est sûr, on va vers une descente énergétique et matérielle dans les prochaines décennies, on aura moins de flux de matière et d'énergie, et ça va être compliqué parce qu'on aura de plus en plus de contraintes et de moins en moins de moyens pour y répondre.
Donc là, on arrive à des limites. Pour autant, ces limites, il est possible qu'on arrive à les gérer de manière continue et que ce soit une dégradation des conditions de vie lente et pénible, etc., avec des formes d'autoritarisme qui vont se mettre en place, etc., et que progressivement, ça va se dénaturer, aller de plus en plus vers une dystopie, etc., mais sans qu'il y ait d'effondrement véritablement. Juste quelque chose d'une courbe lisse, une descente graduelle. C'est plausible. L'autre point de vue, nos systèmes complexes ne sont pas juste une multitude d'éléments. Dans ces systèmes complexes, c'est ce qu'on appelle des attracteurs. Ce sont des nœuds du système où tu as une concentration spécifique de certaines choses. Ça peut être une concentration de capitaux, ça peut être une concentration de gens, comme des villes, ça peut être des concentrations de pouvoir, ça peut être des concentrations qui sont soit géographiques, soit organisées sur des réseaux virtuels, mais n'importe quoi. Tu as des concentrations de certaines choses à différents endroits. Bon. Et donc, que se passe-t-il si le truc qui s'effondre, c'est précisément un de ces points névralgiques là? Là, tu peux avoir une dégradation rapide par propagation de choc dans tout le système. Et le système peut s'effondrer rapidement si ça touche un de ces nœuds. Donc, la complexité des systèmes dynamiques font que, d'une certaine manière, ils sont plus résilients. Et d'une autre manière, ils sont beaucoup moins résilients, beaucoup plus vulnérables. Tout dépend de quels vont être les premiers dominos qui vont tomber, et où ils vont tomber, et comment ils vont tomber. Voilà. Moi, je pense plus que le second scénario est plausible, à court ou moyen terme, parce que je pense que la probabilité qu'il y ait des effondrements dans le système est grande, et je pense que la probabilité que ça touche un de ces points névralgiques est plus grande que des éléments périphériques au système qui seraient moins importants. Donc, je pense qu'il y a un moment où ça casse. Et donc il y a une pression qui va s'exercer sur le système, une pression constante. Je t'ai dit, moins de ressources, plus de problèmes, donc ça va s'exercer. Et comme moins on se sera préparé, plus ça va aller vite. Mais en tout cas, il y a un moment où, si on ne s'est pas du tout préparé ou pas assez, il y a un moment où ça casse et où ça dévisse, comme dans tout système complexe. Il y a un point de rupture. Donc moi je pense qu'il y a un moment où, localement en tout cas, il y a des effondrements qui se produisent. Alors, on verra bien. Mais pour clôturer, voilà, tout ça pour te dire que comment je vois l'avenir, ben non, mais moi je ne suis pas comme certains qui disent c'est sûr ça va s'effondrer, ou comme d'autres qui disent c'est sûr ça ne va pas s'effondrer. Tout ce que je dis, c'est que descente énergétique et matérielle, ça oui sûr, et comment ça va se traduire, pour nous, quotidiennement dans nos vies, ben, ça va beaucoup dépendre d'énormément de facteurs. Par contre, et c'est l'intégralité de mon positionnement, la plausibilité d'un effondrement, effectivement d'un dévissage, là, hop, une rupture rapide, profonde, qui serait chaotique, existe. C'est une possibilité, personne ne va pouvoir te dire c'est une chance sur... Voilà, celui qui te met une probabilité derrière ça, c'est un farfelu, mais elle est loin d'être négative, elle est loin d'être neutre. Et l'existence même de ce risque très probable, vu les enjeux qu'il y a derrière, suffit de se préparer. Point. On n'attend pas d'avoir la certitude que le navire va couler pour y mettre des chaloupes. Et maintenant, à vous de jouer!